Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 1245. La loi Covid au cœur des débats du Conseil national jusqu'au bout de la nuit. Au final, pas de date de réouverture dans la loi, pas de musellement des membres de la task force, mais une volonté d'augmenter les aides aux cas de rigueur. Les moments forts du débat dans ce journal. Nous ferons le point sur les stratégies en vue des deuxièmes tours des élections cantonales, les enjeux, pour commencer, de la campagne valaisanne pour l'exécutif. Joël Boissard à Genève analysera l'effet du score de Pierre Maudet sur la droite genevoise. Et Patrick Lefort nous dira comment la gauche lausannoise resserre ses rangs pour la municipalité. Construire des saunas durables dans un chantier où ne travaillent que des femmes. Le projet a séduit la ville de Fribourg. L'une de ses initiatrices, Camille Abetz, est avec nous. Enfin, le photographe fribourgeois Jacques Pugin est l'invité culture du 1245. Le musée gruyérien de Bulle consacre une première rétrospective à son travail. Rencontre en fin de journal. Les débats ont donc duré jusqu'à passer minuit au Conseil national. Après 9 heures de discussion, les parlementaires ont finalement renoncé à forcer la main du gouvernement sur sa stratégie de sortie de crise. La Chambre basse s'est en revanche montrée plus généreuse que le gouvernement sur les aides financières. Rouven Guessa. 9 heures de débat, peut-être l'un des plus longs dans l'histoire du Conseil national. Un débat sur les aides financières et la sortie de la crise, mais aussi et surtout sur le contexte inédit dans lequel la Suisse est plongée depuis une année. Certains d'entre vous se sont énervés sur le fait que j'aie parlé d'une dictature de la part du Conseil fédéral. Je vous donne la définition d'une dictature. C'est une forme de gouvernement où une minorité décide pour la majorité. C'est totalement le cas pour le coronavirus. Das ist bei Covid ganz klar der Fall. Wir alle haben genug von dieser Pandemie. Nous en avons assez de cette pandémie, mais nous savons qu'on ne peut pas prendre de raccourcis. La pandémie ne disparaîtra ni avec l'hyperactivisme parlementaire, ni avec des fake news, ni avec des tirades populistes haineuses. Concrètement, le Conseil national étend son soutien à la culture et à l'événementiel, mais surtout, et c'est la mesure la plus spectaculaire, il souhaite élargir les critères pour les cas de rigueur. Une baisse de 25% du chiffre d'affaires et non de 40% devrait suffire. Il en coûterait 9 milliards de francs, en plus des 10 milliards déjà prévus. En tant qu'État, on essaye de définir ce qu'est un cas de rigueur et le dédommagement qui va avec. Mais nous n'arriverons pas à satisfaire la prétention de couvrir tout le monde. Le Conseil national renonce à museler les scientifiques de la task force, tout comme il ne veut pas inscrire dans la loi une réouverture des restaurants le 22 mars, ni permettre au commerce d'ouvrir 12 dimanches de plus sur un an. J'ai mon anniversaire le 23 mars. Évidemment qu'à titre égoïste, je serais content de pouvoir aller le fêter dans un bistrot, dans une grande fête ou comme ça. Mais sauf que le moment est de voir l'intérêt général, pas l'intérêt personnel et égoïste. Un débat qui s'est terminé après minuit et qui reprend demain au Conseil des États. Et sur le terrain, dans la stratégie de lutte contre la pandémie, Fribourg devient le premier canton roman à lancer aujourd'hui une phase pilote de tests de dépistage salivaire préventif à large échelle. L'objectif, identifier et casser rapidement les chaînes de transmission. Exemple avec les transports publics genevois. Melchior Robertson. C'est un petit crachat pour l'homme, mais une grande avancée dans le dépistage du coronavirus. Une cinquantaine de chauffeurs volontaires des transports publics fribourgeois se prêteront désormais régulièrement à ce petit rituel de test salivaire. C'est rassurant de pouvoir se faire tester. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir contribuer à diminuer cette pandémie, de la freiner, du moins. Fortement exposés de par leur métier au risque de contamination, les chauffeurs bénéficieront ainsi d'un suivi constant et anonyme. Il devrait donc être nettement plus aisé de casser les potentielles chaînes de transmission. Pour la direction, ça donne l'occasion d'avoir une image effectivement de la situation du Covid dans l'entreprise. On a des personnes asymptomatiques dans la population, c'est certainement le cas également dans l'entreprise. Et donc ça nous permet d'évaluer quelle est la situation et puis de permettre d'éviter les chaînes de transmission à l'interne. Le canton de Fribourg se lance donc dans cette phase pilote de dépistage à grande échelle. Des écoles et EMS font eux aussi partie de ce projet, avec différents types de tests. On utilise plusieurs méthodes de tests pour voir justement quel test est le meilleur test dans le contexte donné. Ça fait partie du pilote. Fribourg devient donc le premier canton à user de cette méthode préventive. Le Valais pourrait bientôt suivre.
Et on ouvre notre page consacrée au deuxième tour des élections cantonales. On commence avec le Valais, où 6 candidats se présentent pour le second tour de l'élection au Conseil d'État le 28 mars prochain. Les deux vertes, Magali Di Marco et Brigitte Wolf, renoncent. Le retrait de Magali Di Marco garantit l'élection du PDC Christophe Darbelay, puisque la Constitution garantit un siège au Bas-Valais. Les 4 sièges restants se joueront donc entre 5 hommes, les PDC Roberto Schmitt et Serge Gaudin, l'UDC Franz Ruppen et le PLR Frédéric Favre et le PS Mathias Reynard. Il reste cette question, le PDC pourra-t-il maintenir sa majorité historique au sein du nouveau gouvernement valaisan? Élément de réponse avec Erwan Jagu et Cédric Jordan. Après le premier tour de l'élection au Conseil d'État dimanche, où il termine décroché à la 5e place, Serge Gaudin le sait bien, il est sur la sellette. Aujourd'hui, on doit faire face à un défi. Le 3e siège est en danger. Et je crois que la priorité, c'est d'abord de sauver ce 3e siège. Je suis confiant et j'ai envie de m'engager d'autant plus pour les Valaisannes et les Valaisans qui me soutiennent. Et pour sauver le soldat Gaudin, la stratégie du PDC est claire, voter compact et ne lâcher aucune voix aux autres partis. Ce qu'on a remarqué au premier tour, c'est que la gauche votait très serré, le parti radical votait très serré, recevait beaucoup, mais sans forcément donner en retour. Et par conséquent, il faut aussi plus de discipline chez nous. Principale menace pour Serge Gaudin, l'UDC Franz Ruppen qui le talonne à la 6e place. Et pourtant pas question pour le PDC de résumer l'enjeu du deuxième tour à un duel avec le Haut-Valaisan. Le canton a toujours été représenté par 2 Hauts-Valaisans, 3 Bas-Valaisans. Je pense que le PDC est en tout cas pas le parti qui a remis en question la minorité haut-valaisanne. En appelant à ménager le Haut-Valais et à voter compact au second tour, le PDC entend ouvrir le jeu et c'est le siège du PLR Frédéric Favre, 4e à l'issue du premier tour, qui est dans le viseur. Le Conseil d'État sortant reste serein. Moi, je reçois plein de messages ces jours de gens qui, non, ils me confirment qu'ils feront la même chose qu'au premier tour parce qu'ils reconnaissent l'investissement et le travail, mais également ils veulent cette stabilité, c'est important. Ça passe bien au-delà des approches partisanes. Et si la campagne pour le Conseil d'État est restée bien calme jusqu'ici, celle qui commence en vue du second tour de scrutin s'annonce beaucoup plus animée. Et à Genève, après le bon score dimanche de Pierre Maudet dans la course à sa propre succession, les partis ont aussi déposé leur liste ce matin en vue du deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État. Face à la verte Fabienne Fischer et à l'indépendant Pierre Maudet, le PDC crée la surprise en lançant une femme dans la course, Delphine Bachmann. Yves Nideguer se présente pour l'UDC et Olivier Pahu est le candidat d'Évolution Suisse. Joël Boissard, la droite repart donc en ordre de plus en plus dispersé. Comment comprendre cette stratégie ? Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la droite n'a pas mis en place de stratégie commune pour ce deuxième tour. Le 28 mars prochain, les électeurs qui veulent voter à droite auront donc le choix, vous l'avez dit, entre l'ex-PLR et désormais indépendant Pierre Maudet, l'UDC Yves Nideguer et la surprise du jour, la présidente du PDC Delphine Bachmann. Et c'est là que ça nécessite quelques explications. Au premier tour, c'est le PLR Cyril Hélène qui a fait campagne avec le soutien du PDC. Arrivé 3e, il a décidé de ne pas se présenter au deuxième tour. Son parti, divisé sur la marche à suivre, n'a pas présenté d'autres candidats comme il aurait pu le faire. Et c'est là que le PDC s'est dit qu'il n'était pas question que le centre-droit ne soit pas représenté. Et c'est donc Delphine Bachmann qui tente ce coup de poker. Encore un petit détail qui a son importance. Delphine Bachmann doit légalement figurer sur une liste qui était déjà présente au premier tour. Eh bien, ce sera la liste du PBD, dont le candidat Yann Testa s'est retiré parce que le PLR, pourtant allié historique du PDC, n'a pas voulu soutenir la candidature de Delphine Bachmann et a préféré laisser la liberté de vote. Vous le voyez à Genève, l'ambiance à droite n'est pas au beau fixe. Ça promet une campagne très animée pour le deuxième tour. Merci Joël. Et dans le canton de Vaud aussi, le dépôt des listes pour le deuxième tour des élections communales était fixé à midi aujourd'hui. À Lausanne, après l'échec de leur stratégie solitaire au premier tour, les Verts et Verts vont faire liste commune à 6 avec les socialistes et le popiste dans la course à l'exécutif. Les écologistes ont dû sacrifier Daniel Dubas. À droite, le PLR relance ses 2 candidats dans l'espoir de gagner un second siège. 9 noms en tout sont inscrits sur les listes. Patrick Lefort, on vous retrouve à Lausanne pour ce deuxième tour de l'élection communale. La gauche resserre les rangs.
Oui, en tout cas, l'enseignement qu'on retire de dimanche, c'est que la vague verte à Lausanne a été bien endiguée. La stratégie solitaire des Verts, vous l'avez dit, s'est conclue sur un échec. Et malgré le ballottage général au sort du premier tour, ce qu'on retient, c'est que c'est le PS qui est le patron de la gauche. Allié au POP, le Parti socialiste parvient à placer ses 3 candidats et le popiste David Payot aux 4 premières places. Assez logique donc pour que l'alliance rose-rouge-verte se poursuive, que les Verts cèdent la priorité et retirent un candidat, ce qui a été fait hier soir au terme de 4 heures de débat. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ces dissensions à gauche vont laisser des traces? Parce qu'on le sait, si à Lausanne, la gauche a l'habitude de voter compact, eh bien l'alliance rose-rouge-verte devrait se maintenir avec une confortable majorité de 6 contre 1. Si au contraire, il y a quelques traces si ces dissensions ont laissé des traces et que des noms sont biffés, eh bien le PLR pourrait essayer d'en profiter pour conquérir un 2e siège. Réponse le 28 mars prochain. Merci Patrick. Et toujours dans le canton de Vaud à Vevey, Jérôme Christen se retire de la course à la municipalité. Selon une information du quotidien 24 heures, le sortant renonce à se présenter au second tour après le mauvais score obtenu par son parti Vevey Libre et lui-même dimanche dernier. Au Brésil, un juge de la Cour suprême a annulé toutes les condamnations pour corruption concernant l'ex-président Lula. L'icône de la gauche brésilienne, sorti de prison voilà 1 an et demi, recouvre donc ses droits politiques. Il pourra affronter l'actuel président Jair Bolsonaro lors de la présidentielle de 2022. Et retour en Suisse, où manier la scie et la ponceuse n'est pas réservé aux hommes. À Fribourg, un chantier réservé aux femmes, construit depuis plusieurs mois des saunas en matériaux durables. Renforcer et valoriser les compétences, mais aussi échanger en travaillant ensemble 1 jour par semaine en non-mixité choisie. Le projet s'appelle Saunan Atelier et sa co-initiatrice Camille Abetz est notre invitée. Bonjour Camille Abetz. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez eu l'idée de ce projet. Comment il est né? Pourquoi? Le projet, c'est une double idée avec une autre personne. Et puis, l'idée de départ, c'était vraiment de créer un lieu où on pouvait travailler en non-mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cis, et surtout sur un chantier qui est une activité particulièrement masculine. On voulait aussi qu'ils s'inscrivent dans la durabilité. Donc, on fonctionnait avec des matériaux de récupération et de pouvoir aussi produire un bien pour la population fribourgeoise. Et donc, on a décidé de construire un sauna sur une remorque pour pouvoir le déplacer dans les différents lieux de la ville de Fribourg. Et donc, il y a ce projet à valeur écologique, aussi d'apprendre à manier ces outils que parfois, en tant que femme, on nous dit qu'on ne peut pas manier. Mais il y a aussi une portée philosophique, partager des savoirs et des connaissances entre femmes. Exactement, oui. Donc, on a différentes professionnelles sur le chantier qui apportent chacune leurs différentes expériences et expertises. Et puis, on a aussi d'autres femmes qui participent au chantier. Le chantier est ouvert, donc il est vraiment ouvert à toutes. Et chacune amène son expertise, ses apports. Et puis, toutes les idées sont prises en compte. On réfléchit vraiment toutes ensemble pour que le projet fonctionne au mieux. L'idée, donc, est de faire se rencontrer des femmes dans un environnement particulier. Le fait de faire de la non-mixité choisie, en plus dans un domaine qui est très masculin, celui de la construction, ça vous a valu des réactions fortes? Ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on a fait ce projet, c'est pour qu'on en parle. Donc, je suis ravie d'être invitée aujourd'hui parce qu'on en parle. Ça suscite pas mal de débats chez les femmes qui se questionnent aussi par rapport à leurs propres pratiques, les expériences qu'elles ont pu avoir quand elles étaient enfants. Est-ce qu'on leur a permis d'utiliser les différents outils, mais aussi et surtout auprès des hommes. Et là, c'est vrai que la pratique, elle est beaucoup questionnée chez eux. Et c'est ce qu'on voulait, qu'ils soient aussi remis en question par rapport à ça. Est-ce qu'eux, lors d'un chantier, laissent la place à une femme ou est-ce qu'on va lui prendre le marteau des mains pour faire à sa place en lui montrant? Merci beaucoup. En tout cas, donc vous en êtes au stade des bancs, je crois. Donc vous arrivez gentiment, mais le Covid a un peu ralenti le processus sur la construction de ce sauna. On se réjouit en tout cas de le découvrir. Merci Camille Abetz d'être venue nous rendre visite.
Et le 13 juin prochain, nous voterons sur 2 initiatives agricoles dites pour une eau propre, une eau potable propre et l'initiative contre les pesticides. Les 2 textes veulent limiter fortement, voire interdire l'utilisation de pesticides. Elles inquiètent beaucoup les milieux paysans et la droite bourgeoise. Ce matin, les opposants lançaient leur campagne. Geneviève Dantan et Pierre Nebel. Voilà ce que craignent les paysans si l'initiative eau potable et l'initiative contre les pesticides étaient acceptées. La destruction des exploitations agricoles suisses et de leur production locale, puis leur remplacement par des produits étrangers de mauvaise qualité. Une mise en scène organisée ce matin par des milieux agricoles. Objectif, contrer les 2 initiatives écologistes sur lesquelles nous voterons le 13 juin. On va plus pouvoir produire pour nourrir toutes nos populations suisses. Il faut dire que l'approvisionnement est déjà environ de 50% et on va encore des risques de descendre à environ 42%. Ça veut dire qu'on devra encore importer plus depuis l'étranger. Il y a donc des familles agricoles, des exploitations agricoles qui vont disparaître directement. La première initiative veut interdire l'utilisation de pesticides en Suisse ainsi que l'importation de denrées en contenant. La deuxième initiative, dite pour une eau potable, veut réserver les paiements directs aux exploitations qui n'utiliseraient pas de pesticides. Les 2 font très peur à la droite, qui avait convoqué 2 présidents de partis et des associations de branches ce matin à Berne. Les initiatives rendraient la production beaucoup plus chère en Suisse, ce qui signifierait une augmentation significative des prix des produits agroalimentaires. Et nous devrions ouvrir encore plus grand notre porte-monnaie pour payer notre nourriture. Au contraire, chez les partisans des initiatives, on met l'accent sur la santé. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces pesticides, même à très petite dose, sur la durée, et puis avec ce fameux mélange, ce qu'on appelle les cocktails de pesticides, sont vraiment nocifs pour la santé, notamment pour les personnes fragiles, notamment pour les paysans qui les utilisent. Le combat sera difficile pour la droite. Les dernières votations ont montré une sensibilité accrue de la population pour les thématiques écologiques. Et place à la culture, le photographe fribourgeois Jacques Pugin est l'invité de Julie Evard. Enfant de Ria, Jacques Pugin vit et travaille à Paris depuis près de 10 ans. Sa renommée est internationale et son œuvre fait partie, entre autres, de la collection du Centre Georges Pompidou à Paris et du Musée de l'Élysée à Lausanne. Celui qui a reçu la Bourse fédérale des Beaux-Arts 3 ans de suite est un précurseur. Le light painting, qui consiste à obtenir des traces lumineuses sur l'image, c'est lui. Un précurseur libre qui rejette l'idée de vérité photographique. Alors, depuis ses débuts, le gruyérien intervient systématiquement et sans complexe dans ses images. Peinture, webcam, numérique, drone, Google Earth, tout est bon pour amener à la réflexion. Ses recherches plastiques interrogent sur la relation délicate que l'homme entretient avec la nature, sur le réchauffement climatique, les guerres ou la place des paysans dans notre société. C'est tout ça, et plus encore, que montre Transhumance, l'exposition rétrospective qui retrace ses 40 ans de carrière et d'images. Jacques Pugin parle de traces, les montre, et son œuvre, sublime et expérimentale, va en laisser. Bonjour Jacques Pugin, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, je le disais, c'est votre première rétrospective consacrée à votre travail. Ça fiche un coup ? Oui, quand on parle de rétrospective, effectivement, ça fiche un coup. Mais oui, c'est la première, en fait. Oui. Quel est le fil rouge de cette exposition ? Bon, on l'a appelé Transhumance, donc en fait, c'est la trace. C'est la trace que la nature nous laisse sur cette terre, ou l'être humain aussi. Votre travail est vraiment politique, au fond. On a l'impression. C'est pas qu'une impression. Oui, il n'est pas que politique. Il y a des sujets qui sont assez géopolitiques, mais il y en a d'autres qui sont plus écologiques, peut-être, plus... C'est de la politique, l'écologie. Oui, on peut le dire aussi, oui. C'est ce qui vous intéresse, vos sujets, vous allez là où vous avez des choses à dire, ou bien vous aimez les lieux, puis en les photographiant, vous entrez dans... Comment vous trouvez vos sujets ? Les sujets viennent peut-être un peu à moi, quelque part. Je vais pas... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais en montagne, je prends des photographies, je recherche. Je veux dire, les sujets viennent à moi, je les cherche pas forcément. Puis il y a d'autres sujets que... Par exemple, j'ai fait un travail sur le Darfour qu'on a appelé les cavaliers du diable. Ça, c'est plus géopolitique, effectivement, et ça, c'est sur Google Earth que je suis allé le chercher, par exemple. C'est la première fois que vous ne travailliez pas sur des photos que vous aviez faites, hein.
Vous avez pris un autre matériau? Oui, j'utilise souvent des photographies que je prends sur Internet. Par exemple, le cas des Cavaliers du Diable, c'est des images Oui, justement, mais c'était la première fois, non? Sauf erreur. Oui, c'était la première fois. C'était la première fois, oui, effectivement. Je suis allé chercher des photos de la guerre civile au Darfour que j'ai interprétées à ma manière, effectivement. Et ça, c'est un travail très géopolitique, on va dire. On en a vu des images, hein, c'est ces photos très noires. Vous avez fait expliquez-nous en 2 secondes et demie le procédé. Oui, en fait, j'ai été chercher ces images sur Google Earth, donc, qui étaient en couleur. Et je les ai passées en noir et blanc, puis en négatif, de telle sorte, parce que ce sont quand même des villages que j'ai photographiés, et c'est des villages qui ont donc été brûlés, massacrés par les Janjaouis. Les Janjaouis, ça veut dire les cavaliers du diable en arabe. Et donc, je les ai passés en négatif de telle sorte que les traces blanches symbolisent le passage du feu dans les camps au Darfour. Et il y a cette photo magnifique qui a fait le tour du monde, qui a fait une double page dans Libé, qu'on devrait voir, hein, du glacier du Rhône. Expliquez-nous cette image. On devrait la voir bientôt ou pas? On va voir. En tout cas, elle est ici. Ah, la voilà. Expliquez-nous. Voilà. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est le début d'une série que j'ai fait sur les glaciers. Et je suis arrivé une fois sur le glacier du Rhône et j'avais même pas mon matériel et j'avais juste mon téléphone portable. Et c'est avec mon téléphone que j'ai fait cette photographie. Et je pensais même pas l'utiliser quelque part. C'était l'origine un peu d'un travail que j'ai fait très photographique parce que toujours dans mes images j'interviens souvent. Mais toute cette série Glacier a été faite, est très photographique. Et cette image, je l'ai faite avec mon téléphone. Et puis un jour, je l'avais mise sur mon fond d'écran de mon ordinateur. Et c'est ma galeriste parisienne, Esther Bandorf, qui a vu cette image, qui m'a dit « Mais écoute, je la veux ». Donc c'est comme ça qu'elle a débuté quelque part. Il y a quelque chose de fou, hein, parce que vous êtes très attaché à votre coin de pays, la Gruyère, vous adorez la montagne, le désert, et vous êtes allé vivre à Paris. Oui, je suis allé vivre à Paris parce que c'est ma femme qui m'y a entraîné. Ah, alors voilà, l'amour. Voilà, exactement. Mais la Suisse, la nature vous manque? La Suisse, j'y viens tout le temps. Enfin, je veux dire, en été ou quand je vais faire mes photographies de montagne, je suis toujours... je viens très souvent... j'ai ma famille aussi, donc je viens très souvent en Suisse. On l'a dit, hein, dans le sujet, vous êtes un précurseur. Le light painting, c'est vous qui l'avez découvert. Vous faites beaucoup de recherches, c'est vraiment un travail plastique, vous travaillez par strass. Vous arrivez encore à trouver de nouvelles techniques? Vous arrivez encore... à trouver des choses qui vous étonnent et qui, du coup, nous étonnent nous aussi. Hein. C'est-à-dire que j'utilise ce médium pour m'exprimer, mais ça ne veut pas dire que... Oui, j'ai utilisé effectivement une corde de 5 mètres que je projetais dans l'espace pour donner une dimension à l'espace particulière. J'ai utilisé effectivement le light painting dans les années 1979. Les webcams, vous détournez les webcams, c'est magnifique. Alors, j'ai détourné aussi les webcams. J'ai pris une photographie pendant 5 ans sur une webcam qui se trouve à Zermatt. J'en ai fait effectivement une série photographique. Donc, ça, c'est l'utilisation d'une webcam. J'utilise effectivement Google Earth. J'utilise la peinture aussi. J'ai aussi peint sur mes images. Et voilà, je me considère plus comme un artiste qu'un photographe proprement parlé. Mais en tout cas, vos travaux sont magnifiques. Et si on veut voir une partie, c'est déjà 40 ans de carrière, mais il y en a plus encore dans ce livre. Il y a l'exposition au musée gruyérien et ce magnifique livre paru aux éditions, je dois lire, Sturm und Drang. C'est juste? C'est juste, oui. Mais bon, non. Merci infiniment. Merci à tous les deux. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo de Nathalie Sbaille. À 19h, couleur locale sera aussi en Gruyère, à Bellegarde, seule commune germanophone du district. Et pour le 19h30, Philippe Reva. Très bel après-midi. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.